81. Donc, on propose des formations qui vont du Bac+2 au Bac+5, dont les diplômes sont décernés par le CNAM. Donc, toutes les disciplines qui tournent autour de l'informatique, de la robotique, de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, des objets connectés, etc. On est situé à Perpignan. On a un réseau d'anciens élèves qui avoisine de plus en plus les 2000, doucement. Et donc là, pour l'instant, on est à peu près à 1800. Et toutes nos formations sont proposées en alternance. Donc, elles sont gratuites pour les étudiants et elles leur permettent de gagner en expérience dès le début de leur formation. Donc, si vous avez besoin de petits développeurs en herbe pour venir intégrer des solutions comme l'intelligence artificielle directement au sein de vos entreprises, et voilà, nous, on a aussi des étudiants en alternance qui peuvent travailler sur ces sujets. Donc, moi, au sein d'Imerir, je travaille au service professionnel. Donc, on met en place des offres, des services, des formations, etc. à destination des entreprises. Et notamment, en ce moment, ça passe beaucoup par justement la vulgarisation et des conférences autour de ces sujets qui sont l'intelligence artificielle et qui sont très, très chauds. Vous m'entendez bien? Il n'y a pas de souci par rapport à ça? Oui, impeccable. Ouais. Impeccable, ok, bon, je continue alors, c'était pour être sûr. Donc juste, en plus de travailler à l'Imerir, petit moment pub personnel, j'ai aussi un compte TikTok où je parle d'intelligence artificielle qui compte 37 000 abonnés, où j'ai fait déjà une bonne communauté qui s'est mise autour et il y a déjà plusieurs millions de vues sur les vidéos. Donc si vous voulez, après cette conférence, du contenu plus spécifique sur chaque un peu brique de l'intelligence artificielle un peu plus en détail, etc., je vous renvoie vers mon compte TikTok où je crée du contenu par rapport à ça. Donc, vous pouvez le trouver en tapant Le Disquaire ou Rudy.io sur TikTok si vous êtes sur le réseau. Alors, pour vous présenter un petit peu le sommaire et l'objectif de ce webinaire, c'est déjà de vous sensibiliser aux enjeux de l'intelligence artificielle, de voir ensemble en quoi, en fait, quelles sont les limites, etc., qu'est-ce qu'on peut faire avec ces nouveaux outils, et de vous montrer très concrètement des applications. On va après, dans une deuxième partie de la conférence, aller vraiment dans ChatGPT. Je vais vous montrer des requêtes, etc. Et on va voir un petit peu comment ça peut impacter le métier des ressources humaines très spécifiquement, en faisant un petit peu, en suivant un petit scénario et en voyant un petit peu ce que ça peut donner. Et dans un troisième temps, on fera toute une session de questions-réponses. Donc, je vous invite à poser toutes les questions que vous pouvez avoir potentiellement dans la rubrique Q&A de ce webinaire pour qu'on puisse les retrouver facilement à la fin de la conférence et que je puisse répondre à un maximum de vos questions. Voilà. Alors, donc je le disais, l'intelligence artificielle, c'est le sujet chaud du moment. Donc là, je vous ai mis une courbe Google Trends. Donc Google Trends, si vous ne connaissez pas, c'est un outil de Google qui permet de connaître la popularité d'un sujet sur une période. Donc on peut aussi voir par pays, etc. Donc là, c'est à l'échelle de la France. Donc c'est la popularité du sujet intelligence artificielle au niveau de la France. Donc on voit très clairement que dernièrement, ça a explosé. Alors, le petit bateau que vous voyez ici, ça, c'est le logo de Midjourney. Donc, Midjourney, qui est une intelligence artificielle qui permet de générer des images, donc je vais vous en parler un tout petit peu après, qui avait déjà commencé à faire un petit pic. Et ensuite, on a eu OpenAI avec ChatGPT, qui a vraiment généré le gros du buzz autour de l'intelligence artificielle. Et à titre de comparaison, je vous ai mis d'autres sujets, donc le sujet des NFT, du métaverse, de la réalité virtuelle, tout ce qui est un peu high-tech. Et on voit que c'est un sujet qui est beaucoup plus populaire, beaucoup plus chaud que ces sujets qui déjà faisaient beaucoup parler d'eux. Et à raison, parce que c'est des outils qui, on le voit, et qui c'est très palpable en fait à quel point ça va impacter notre vie et surtout au travail. Donc forcément, ça intéresse tout le monde. Pour bien comprendre un petit peu l'environnement des intelligences artificielles, c'est quand même important de comprendre le contexte pour ne pas se perdre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Et par exemple, qui vont dire des choses comme j'ai téléchargé l'application de ChatGPT et je ne comprends pas, on me demande de payer. Alors, je vous le dis de suite, il n'y a pas d'application ChatGPT officielle, donc ce n'est pas la peine de télécharger des applications sur votre téléphone, et ça ne passe que par le site web pour le moment. Donc, je vous explique. En gros, il y a 3 briques
dans cet environnement. Il y a les intelligences artificielles à proprement parler. Donc, c'est ce qu'on va retrouver ici. Donc, on parle de noms comme GPT-3, GPT-4, DALL-E, Midjourney, Lambda. Llama, c'est l'intelligence artificielle qui appartient à Meta. Il y a Palm qui appartient à Google, etc., qui sont édités par des entreprises qui sont spécialisées à 100% dans le fait de faire des intelligences artificielles. Donc, ces entreprises, les deux plus grosses, c'est OpenAI, qui maintenant appartient plus ou moins à Microsoft, et DeepMind, qui, là aussi, est une entreprise qui appartient à Google, pour le coup. Et à côté de ça, vous avez des applications. Vous avez les logiciels qui permettent d'utiliser ces intelligences artificielles. Ces logiciels, ils sont édités soit directement par la société qui a créé l'intelligence artificielle dans le cas de ChatGPT, puisqu'il est fait directement par OpenAI. Mais en général, il est surtout fait par des GAFAM. Donc, Google, par exemple, c'est Bard, qui a été lancé d'ailleurs ce week-end, qui n'est pas encore utilisable en France, mais ça arrive. Et Microsoft, ils ont aussi intégré Bing AI, même si bon, voilà, OpenAI appartient pas à Microsoft, mais vous pouvez aussi utiliser donc ChatGPT directement dans Bing. Quand vous êtes par exemple sur le navigateur Edge, vous avez une barre à droite, je vais vous montrer après, j'ai des captures d'écran, pour pouvoir l'utiliser directement. Donc ça, ces applications, elles utilisent les intelligences artificielles. C'est des intégrations qui sont un petit peu premium parce que, évidemment, ces grosses sociétés ont un accès privilégié à ces intelligences artificielles. Mais voilà. Et ensuite, vous avez tout ce qui est applications tierces, qui utilisent donc la connexion, bon là c'est un petit peu technique en termes de développement, etc., mais via une connexion API. Donc en gros, les sociétés d'intelligence artificielle, elles permettent à d'autres sociétés de développer des logiciels qui utilisent leur intelligence artificielle. Et donc là, ça va être, bon, j'ai donné des exemples, Fightsonic, Notion, Canva, mais il y en a plein. Et par exemple, quand vous téléchargez une application sur mobile qui est censée vous faire utiliser ChatGPT, en fait, vous passez par une application tierce qui va requêter l'intelligence artificielle. Et là où c'est... alors, des fois, ça a un intérêt parce que ces outils sont très spécifiques justement pour certains métiers, etc. Et des fois, c'est un petit peu de l'arnaque, notamment pour sur les applications pour smartphone. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est une application qui va requêter gratuitement l'intelligence artificielle qui vous fait payer des fois un abonnement pour pouvoir l'utiliser alors qu'en fait, c'est gratuit. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire un peu attention et être conscient que c'est comme ça que ça fonctionne, l'environnement qui est autour de tout ça. Ensuite, donc, on a différents types d'intelligence artificielle. Bon, là, en ce moment, on parle beaucoup des IA génératives, et notamment IA génératives de texte et d'image, mais les intelligences artificielles, ça fait un moment qu'elles sont dans nos vies. En réalité, ça fait depuis à peu près, en vrai, les années 2010, qu'elles sont quand même à peu près partout, que ce soit les algorithmes de recommandation sur les réseaux sociaux de contenu type YouTube, TikTok, etc., qui sont très forts pour réussir à identifier ce qui nous intéresse, etc. Tout ça, c'est des intelligences artificielles. C'est des algorithmes avec du machine learning derrière qui arrivent à vous suggérer ces choses-là. Et d'ailleurs, on n'est pas réellement capable de savoir comment elles réfléchissent derrière. Donc voilà, donc il y a déjà des IA dans nos vies depuis un moment. Et donc parmi les IA principales, on a les IA génératrices d'images, les IA génératrices de vidéos qui maintenant, depuis quelques mois, sont extrêmement efficaces aussi. Et les IA génératrices de son et de voix qui sont là aussi extrêmement fortes. Je pense notamment en ce moment, vous avez beaucoup, vous pouvez taper sur YouTube AI Cover et vous avez des reprises de musique avec la voix d'autres chanteurs. Par exemple, vous avez Freddie Mercury qui chante sur du Michael Jackson ou Freddie Mercury qui chante la Camisa Negra de Juanes. Et voilà. Donc, évidemment, ça pose beaucoup de questions dont on va revenir après. Mais il faut savoir que voilà, toutes ces choses-là, ce sont des choses maintenant qui sont créables via intelligence artificielle. Et ça bouge très vite. Le monde des intelligences artificielles bouge extrêmement vite. Là, je vous ai mis une capture de la même requête faite à Midjourney, donc l'IA génératrice d'images, qui permet, donc vous envoyez un bout de texte, par exemple. Donc là, c'est fais-moi un alpaca dans un champ. Et il vous génère la photo qui correspond au texte que vous avez demandé. Il y a 1 an et demi, vous aviez ça. Donc, un espèce d'animal sans tête, une boule de poils bizarre. Donc ça, c'était en février 2022. Et en l'espace d'1 an et demi, on est passé à la photo du dessus, qui est bluffante. Elle est quasiment indiscernable de la réalité. Pour l'instant, il y a encore des petits indices pour pouvoir discerner les images qui sont générées par l'intelligence artificielle de celles qui ne le sont pas. Mais plus ça va, moins ça sera évident. Et ça commence déjà à être plus si évident que ça. Bon, après, voilà, vous avez d'autres applications pour l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un domaine qui touche à peu près
couvrait tous les domaines. Que ce soit donc la robotique, dans le cas par exemple de zones d'industrie comme l'automobile. Donc là, par exemple, on est en train de visiter une gigafactory de Tesla où il n'y a quasiment pas de salariés humains qui travaillent. Et en fait, c'est simplement des machines via de l'automatisation, mais aussi de l'intelligence artificielle qui fabriquent entièrement les véhicules de Tesla. Mais vous avez plein d'autres applications. En médecine aussi, les intelligences artificielles sont très fortes. Il y a des papiers de recherche qui sont sortis de Google qui montrent que MedPalm, qui est leur intelligence artificielle spécialisée en médecine, a des performances qui sont égalables à celles de vrais médecins pour diagnostiquer des maladies. Et quand je vous dis égalables, c'est que sur, je ne sais plus combien de diagnostics ils ont fait, mais en gros, ils ont comparé les diagnostics de médecins versus les diagnostics de l'IA sur les mêmes patients et le taux de réussite était de l'ordre de 94% pour les vrais médecins et de 93,6% pour l'IA. Et ça, c'était il y a 1 an et demi. Donc, voilà. Et donc, bon, la finance, etc. Donc, évidemment, il y a énormément de secteurs qui sont touchés et le secteur des ressources humaines, évidemment, ne fait pas du tout exception. C'est d'ailleurs un des secteurs les plus touchés puisque, en fait, tous les secteurs qui sont particulièrement axés autour de la bureautique, donc tout ce qui est utilisation de logiciels de traitement de texte, de fichiers Excel ou de choses comme ça, vont être très fortement impactés par ces IA, le sont déjà d'ailleurs. Moi, personnellement, je ne peux pas me passer de l'utilisation de ces IA, et d'ailleurs, le gros de cette présentation, il a été structuré par ChatGPT, je ne vous le cache pas. Donc, voilà, c'est des outils qui rendent notre vie très vite et très fort. Donc là, je vous ai mis des captures de trois IA génératives de texte, 3 alternatives en fait. Donc, vous avez ChatGPT, qui est donc le plus connu, qui a été le premier à être accessible, et qui donc est celui que moi je vais vous présenter plus en détail aujourd'hui. Mais vous avez d'autres alternatives. Vous avez notamment Bing, donc, qui est directement intégré. Donc, si vous avez le navigateur Edge, vous allez sur votre navigateur, s'il est à jour, et vous allez voir à droite, vous avez un petit bandeau avec cette petite bulle Bing. Si vous l'ouvrez, hop, vous avez accès à l'agent conversationnel, qui, lui, fonctionne, comme je l'ai expliqué avant, sur l'IA de OpenAI. Donc, en fait, c'est la même IA que ChatGPT. C'est les deux mêmes IA, ces deux-là. Sauf qu'ici, on est sur une intégration qui est connectée nativement au web. Alors, je dis nativement parce que maintenant, ChatGPT+, ça fait quelques jours qu'il est aussi connecté au web. Donc, la différence est un petit peu plus ténue. Mais voilà, donc là, c'est intégré dans le navigateur. C'est pas exactement la même chose. Et ensuite, vous avez donc Google qui a lancé ce week-end Bard, accessible pour l'instant que dans certains pays et accessible seulement en anglais pour le moment, là où ChatGPT, malgré le fait que l'interface soit écrite en anglais, je vous rassure, tout est accessible en français. Vous pouvez échanger en français avec l'IA sans problème. Google Bard, ce n'est pas encore le cas. Techniquement, il est censé être encore meilleur que ChatGPT, mais ils sont en train de lentement le rendre public au final. Et en France, pour l'instant, ce n'est pas officiellement accessible. Donc, si vous utilisez un VPN, vous pouvez le tester. Il faudra lui parler en anglais. Donc, pour l'instant, ce n'est pas très pratique comme outil, mais il faut savoir que ça, c'est demain. Demain, il faudrait mettre à jour cette conférence pour parler de Google Bard. Et d'ailleurs, j'en profite rapidement pour vous dire ça. Cette conférence, elle est valable aujourd'hui, mais la semaine prochaine aussi bien, elle aura déjà des parties qui sont obsolètes. Malheureusement, ça va à une telle vitesse que voilà, c'est de cet ordre-là, et c'est vraiment de cet ordre-là. Alors, hop. Donc, pour vous présenter un petit peu de ChatGPT, donc je vais vous montrer plus en détail, sur lequel on va faire un petit peu des tests après. C'est donc une solution qui est développée par OpenAI. OpenAI qui est une société qui se trouve aux États-Unis, donc à San Francisco, qui a été créée en 2015. Elle avait été créée à la base sous la forme d'une entreprise à but non lucratif, donc un peu comme une association en France. Et OpenAI, et le code était en open source. Donc il a été créé par Sam Altman, qui est un investisseur américain qui croit très fermement à ce qu'on appelle l'AGI. Donc lui, il va arriver à l'intelligence artificielle ultime. C'est son objectif depuis qu'il est petit. Satya Nadella, qui est le PDG de Microsoft, et Elon Musk à la base, qui a quitté le board de direction quand justement Satya Nadella est rentré davantage avec Microsoft dans OpenAI en investissant massivement dedans et quand OpenAI est devenue une entreprise à but lucratif. Maintenant, c'est une entreprise à but lucratif et c'est important de le souligner. On ne parle pas d'une société qui met en place une intelligence artificielle pour
à 100% juste le bien-être de l'humanité, quoi. C'est voilà, il y a une vraie problématique lucrative derrière. Même si, voilà, si vous écoutez Sam Altman, il va vous dire que lui, il est là pour nous élever au rang d'humains avec des intelligences artificielles hyper évoluées, voilà. Mais bref, et donc cette société, elle crée des intelligences artificielles. Donc on a GPT-3, GPT-3.5, GPT-4 qui est sorti il y a 2-3 mois. On a aussi DALL-E qui permet de générer des images comme Midjourney. Whisper aussi, dont on ne parle pas beaucoup en ce moment dans l'actualité, mais qui est extrêmement fort et permet de faire du speech to text. Donc tous les assistants vocaux que vous utilisez éventuellement, vous savez, Siri, Alexa, si vous avez des Alexa chez vous, des Google Home, etc. Vous savez, quand vous leur parlez, souvent, ils se trompent, ils n'ont pas compris ce que vous leur disiez, etc. Et bien, en fait, Whisper est très très fort pour améliorer très fortement ça. Et en fait, ça permet justement, quand vous parlez à un robot, qu'il comprenne beaucoup mieux ce que vous lui dites. Donc là aussi, bientôt, on va arriver à un stade des assistants vocaux, etc., comme Alexa et tout, qui seront beaucoup plus performants. Et donc, parmi les IA qu'ils ont développées, enfin, parmi les solutions qu'ils ont développées pour accéder à ces IA, on a ChatGPT, qui est notre sujet principal. Donc, il y a le Playground aussi, qui est un autre outil qui permet d'accéder à leur intelligence artificielle, et l'accès via API. Bon, là, ça, c'est pour les développeurs. Pour vous connecter à ChatGPT, je le redis, il n'y a pas d'application et il y a des sites qui vous proposent une interface pour accéder à ChatGPT en plus et qui vous font payer, mais en réalité, ne vous font pas accéder à la vraie solution. Donc, il faut vous rendre, pour utiliser ChatGPT vraiment depuis la solution d'OpenAI, il faut vous rendre sur cette URL, chat.openai.com. C'est cette URL et pas une autre. Vous créez un compte, vous allez devoir rentrer une adresse email et votre numéro de téléphone. C'est obligatoire, c'est comme ça pour pouvoir accéder à l'outil. Voilà, donc par exemple, si vous voulez absolument pas rentrer votre numéro de téléphone, c'est là que ça peut être une alternative de passer par une autre solution qui, elle, vous permet de créer un compte, utiliser ChatGPT de façon externe, etc. Après, ça, c'est un peu à vous de voir, mais moi, je vous parle de la solution officielle, c'est celle-là, et c'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez la possibilité avec ChatGPT, là, je vais faire un petit peu le commercial pour ChatGPT, de prendre l'abonnement ChatGPT+, qui est à 20 $ par mois. Je dis que je fais le commercial parce que concrètement, je vous conseille de le faire. Parce que ça vous donne accès à GPT-4, ça vous donne aussi accès à beaucoup plus de fonctionnalités. Et aussi, ChatGPT, souvent, on ne peut pas l'utiliser parce qu'il y a trop de monde qui s'est connecté dessus en mode gratuit. Et donc là, ça vous permet de ne plus avoir ce problème-là. Et vraiment, rien que pour GPT-4, à quel point il est beaucoup plus intelligent que GPT 3.5, je vous conseille, si vous comptez utiliser ChatGPT, de prendre l'abonnement. Et d'ailleurs, nous, les tests qu'on va faire aujourd'hui vont être faits sur, justement, sur ChatGPT+, pas sur GPT-4. Voilà, donc je l'ai dit, GPT-4 est plus performant, il est plus intelligent que GPT 3.5. Et ChatGPT+ vous permet d'accéder à d'autres fonctionnalités comme les plugins. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être déroulé cette semaine. Je n'y ai pas encore accès, mais à partir de, normalement, dans cette semaine, ça a été annoncé, on va pouvoir connecter ChatGPT directement dans l'outil à des fonctionnalités supplémentaires comme Zapier, si vous connaissez, ou d'autres logiciels comme Kayak, etc., qui vont lui permettre d'interagir directement avec le web. Là, pour l'instant, quand vous lui faites une requête, vous devez copier le texte, le coller, le mettre dans vos documents, etc. Et là, dans la semaine, ça va être déroulé. On n'aura plus besoin forcément de faire comme ça. Il y aura des intégrations qui seront directement possibles. Et ensuite, il y a aussi le multimodal qui arrive à l'horizon, qui va permettre d'envoyer directement des images à ChatGPT et qui pourra analyser directement, par exemple, si vous avez un document, vous recevez un CV papier. Alors bon, vous pouvez aussi le prendre en photo avec votre iPhone, récupérer le texte. C'est ça que je vous conseillerais de faire actuellement. Mais bientôt, ce sera possible de directement envoyer la photo de ce CV dans ChatGPT et il sera capable de vous dire, de vous récupérer le contenu textuel qu'il y avait écrit à l'intérieur. Donc, concernant les ressources humaines plus spécifiquement, quelles sont les possibilités offertes par ChatGPT? Alors déjà, sur tout ce qui est recrutement et sélection des candidats, je vais vous montrer, on va faire un petit scénario. Il y a beaucoup de possibilités pour déjà, que ce soit de la création, depuis la réflexion sur le poste que vous avez besoin de recruter, jusqu'à la création de l'offre, jusqu'à aussi la sélection des CV. On va voir que ChatGPT peut être extrêmement utile. Même pendant, donc voilà, donc ensuite pour la partie de l'intégration à l'équipe, la formation et le développement des compétences peut vous permettre de créer des documents d'onboarding, peut vous permettre de créer des programmes de formation pour un salarié, enfin
Voilà, la gestion des performances et des talents peut vous permettre de comparer, si vous avez des statistiques sur vos salariés, de comparer de façon sans biais. Et on va voir que c'est un des avantages de ChatGPT, c'est que par rapport à un humain, il ne va pas avoir de biais cognitif ou d'a priori, etc. Vous permettre d'avoir une critique qui va être beaucoup plus carrée à ce niveau-là. Et même pour donc l'automatisation des tâches administratives, hein, tout ce qui est rédaction de documents un petit peu rébarbatifs, etc. Là, vous allez voir, ça, c'est pas une nouveauté. Si vous l'avez déjà utilisé, vous l'avez vu, il vous permet vraiment facilement de rédiger du contenu de qualité. Et aussi pour la prévention, la résolution des conflits, il peut vous permettre de mettre une petite étape entre vous et une personne qui éventuellement est en conflit, etc. Et vous permettre vraiment de tempérer ça. Et tout ça, on va le voir maintenant. Donc, on imagine que donc, vous travaillez au service RH, comme vous êtes censé le faire actuellement, donc d'une entreprise qui s'appelle Web3Gogo, donc qui est une agence web, et vous recevez le mail de Kevin, qui est le responsable de la gestion de projet. Donc, il vous dit, alors, parce que là, je ne vois pas bien le texte, il vous dit, voilà, cher RH, j'espère que tu vas bien, je te reçois email rapidement, car on a besoin d'un nouveau membre pour rejoindre notre équipe de dev. Le CTO, donc le responsable des développeurs, on va dire, m'a donné quelques infos, je te les mets ici en vrac. On cherche quelqu'un qui connaît WordPress. Bon, il vous précise que c'est un CMS qu'on utilise souvent, qui est fort en CSS et en HTML. Elementor, donc lui aussi, voilà, il a eu un brief. On comprend qu'il a eu un brief un petit peu rapide du CTO et qu'il est en train de le faire à sa place. Il vous dit qu'il doit connaître Elementor et qu'il doit fonctionner avec la méthode agile, puisque c'est la méthode de travail qu'il utilise. Il nous précise qu'en effet, il est conscient qu'il ne nous a pas envoyé beaucoup d'informations, mais si on peut, il voudrait qu'il s'entende bien avec les devs, etc. Il ne sait pas exactement ce qu'il peut demander, etc. Donc, ce qu'on va faire, hop, je vais enlever le grand écran. Tac. Donc, je me suis préparé ça. On va aller dans le ChatGPT. Hop. Donc, vous voyez, l'interface de ChatGPT, elle se présente comme ça. Donc, quand vous avez l'abonnement ChatGPT+, ici, vous pouvez choisir GPT-4, ce qu'on va faire immédiatement. Donc là, je copie le contenu du mail qu'il m'a envoyé. Donc, je lui explique dans un premier temps, je suis RH dans une agence web qui s'appelle Web3Gogo. Je dois créer une offre d'emploi complète pour un poste de développeur. Voici les infos que l'on m'a données. Je copie le contenu, texto, sans me prendre la tête, que m'a envoyé donc le responsable de la gestion de projet. Et j'explique à ChatGPT ce que je veux qu'il fasse. Étoffe l'offre d'emploi avant de te lancer dans la rédaction. N'hésite pas à me demander plus d'infos pour qu'elle soit la plus pertinente possible. Je lui envoie. Donc là, il analyse ma demande. Et donc là, il va me donner les informations qui seraient utiles pour qu'il puisse justement créer cette offre d'emploi. Donc là, il me pose des questions. Quel est le titre exact du poste? Est-ce un développeur web, un développeur WordPress? Nanana. Donc là, ce que je vais faire, c'est que pendant qu'il est en train de rédiger, je vais commencer à préparer déjà mes réponses. Donc tout bêtement, vu qu'il m'a fait des points 1, 2, 3, 4, je fais 1. Je lui fais 1. Là, je vais lui dire développeur web. 2. Pas très bien. Quel est le niveau d'expérience requis? Même si vous êtes ouvert à différents niveaux d'expérience, il faut d'avoir une fourchette. Bon, on va lui dire, voilà, il nous dit par exemple au moins 2-3 ans d'expérience. On va lui dire parfait comme ça. Quel type de contrat? Donc là, imaginons, on sait que notre entreprise n'embauche qu'en CDI. Éventuellement, ça c'est un document aussi, si vous n'avez pas toutes ces informations, vous pouvez directement envoyer au CTO ou au responsable de gestion de projet pour qu'il vous étoffe, il vous permet d'étoffer votre offre. Où se situe le poste? On va dire qu'on est, à Perpignan. Allez. Tac. Y a-t-il des compétences ou des qualifications supplémentaires qui seraient utiles? Par exemple, connaissance de JavaScript, PHP, ou expérience de d'autres CMS comme Drupal ou Joomla? Je ne sais pas. Donc, il va devoir rôder autour de ça tout seul. Quels sont les avantages offerts? Et on va dire machine à café, salle de sport. Hein. Après, vous connaissez, vous, les avantages que votre entreprise propose, un petit ticket restaurant, etc. Quel est le processus de recrutement? Combien d'entretiens seront nécessaires et qui sont les interlocuteurs? Donc là, on peut dire un entretien avec le CTO. Quelle est la culture de l'entreprise? Qu'est-ce qui va en tendance unique et pourquoi quelqu'un voudrait-il travailler? Alors, on va mettre le truc bidon, ambiance startup. Je lui envoie ça. Et là, il va commencer à rédiger l'offre d'emploi.
Et donc, il va totalement la structurer. Je vais rien avoir à faire. Après, bon, alors, évidemment, on peut relire le contenu qu'il va nous donner, mais alors, tel quel, on peut très bien la prendre et l'envoyer directement dans n'importe quel, sur LinkedIn, enfin voilà, n'importe quel que soit l'outil que vous utilisez. Alors, pour aller plus vite, voilà, moi, celle qui m'a donné quand j'ai fait le premier test, donc ça, c'est l'offre d'emploi qui m'a donné. Donc, WebTurbo, une agence web dynamique, est en pleine croissance et à la recherche de développeurs web intermédiaires pour rejoindre notre équipe talentueuse. Nous recherchons un passionné du développement web avec une expérience solide en HTML, CSS et WordPress. Si vous aimez travailler en mode agile et que vous maîtrisez Elementor, ce poste est fait pour vous. Je n'ai absolument donné aucune information. Enfin, j'ai donné juste des petits mots-clés, et ce qui lui permet quand même de rédiger tout ça. Concevoir, donc l'émission, concevoir, développer et maintenir des sites web, des applications, collaborer avec notre équipe de développeurs, optimiser les performances des sites web, contribuer à l'amélioration, profil recherché 2 à 4 ans d'expérience, maîtrise d'Elementor et de la méthodologie agile, connaissance en PHP, JavaScript, capacité à travailler en équipe, à s'adapter. Voilà, donc il m'a créé vraiment une offre d'emploi complète. Donc on voit ici que comme je ne lui ai pas précisé l'adresse mail de contact, il me dit ici merci d'envoyer vos CV, l'autre de motivation à adresse email. Évidemment, il faut quand même relire et éventuellement ajouter justement l'adresse email du recrutement ou le site web du formulaire de contact, etc. Et voilà, donc vous avez votre offre d'emploi qui est directement rédigée. Vous n'avez plus qu'à la publier. Et comme je le disais, maintenant, avec les plugins qui arrivent, ça va être possible de directement les publier sur les sites d'offres d'emploi directement. Donc, imaginons, suite à votre envoi, vous avez reçu 3 CV. Vous avez reçu le CV de Léa, le CV d'Abdel et le CV de Christian. Donc, avec plein d'acronymes dans leur CV, on ne sait pas forcément tout ce qu'ils font, etc. Donc, là, ce que vous pouvez faire, c'est directement prendre le contenu des CV qu'ils vous ont envoyés et les envoyer à ChatGPT pour lui demander de vous faire une sélection directement lui. Alors, en fonction de comment vous avez reçu les CV, ça peut être un petit peu manuel, c'est-à-dire que si vous avez reçu un CV format papier, comme je vous disais, vous pouvez prendre une photo avec un iPhone ou avec un Android, ça doit marcher aussi, pour qu'il vous récupère le texte et directement pouvoir le coller. Si vous envoie un lien LinkedIn, vous avez juste à copier le contenu de la page LinkedIn. Et si vous envoie un CV format PDF, c'est encore mieux, vous avez juste à copier le contenu. Donc moi ici, hop, là-dedans, j'ai copié les contenus pour le test. Donc, j'arrive ici, je lui explique. J'ai reçu 3 candidatures. 3 candidatures. Fais-moi tes préconisations sur qui je peux faire venir en entretien. Ajoute également un tableau comparatif. J'envoie le contenu, tout simplement. Donc vous voyez, au niveau de la structure du contenu, on est sur quelque chose un petit peu déstructuré. Alors, ChatGPT, il est capable de reconnaître les structures tout seul. Par exemple, là, il a capté que ici, c'était le nom Léa, qu'elle était développeur web, expérience, infographiste, nanana. Il reconnaît le nom, les éléments. Il faut quand même faire attention si vous envoyez un contenu qui est totalement un peu brisé, etc. C'est vrai qu'il va peut-être se perdre. Donc, il faut faire attention au format que vous lui envoyez, mais il faut savoir aussi qu'il est quand même relativement agile pour comprendre tout ça. Donc voilà, il commence à nous faire le petit tableau. Donc, candidat, donc Léa, elle est débutante, elle a l'expérience avec WordPress, elle a aussi mis qu'elle a l'expérience avec CSS HTML, Elementor, elle n'a pas mis, et Agile non plus. Tandis que Abdel, lui, il a plus de 5 ans d'expérience, il a l'expérience avec WordPress, il n'a pas précisé pour le CSS ni pour Elementor. Il est déjà rompu aux méthodes agiles et il se trouve à Toulouse. Donc là, ensuite au tableau qui nous a généré, on a aussi directement des suggestions. Donc il dit la plus proche en termes de localisation, elle a de l'expérience avec WordPress. Cependant, sa formation en développement web est récente et il n'est pas confirmé qu'elle ait de l'expérience avec Elementor ou Agile. Abdel a une solide expérience en développement web et une expérience confirmée avec WordPress et Agile. Cependant, il est basé à Toulouse, ce qui pourrait poser des problèmes s'il doit se déplacer à Perpignan. Et Christian a une expérience principalement dans la robotique et il n'est pas confirmé qu'il ait de l'expérience en développement web ou avec des technologies spécifiques que vous recherchez. Donc, là, il nous fait ses analyses et là, il va nous faire ses conclusions. Il nous recommande d'inviter Léa et Abdel, parce qu'en effet, Christian, il est hors sujet, il fait de la robotique. Bon, là, j'ai pris des exemples un petit peu extrêmes, mais vous avez compris. Donc voilà, donc Léa et Abdel. Tac. Alors ensuite, vous avez quoi? Donc moi, j'avais remis le tableau qui m'avait généré. Donc vous voyez,
il est assez. Donc, il faut savoir avec ChatGPT, c'est qu'à chaque fois que vous lui faites une requête, il vous donne une réponse différente. Il ne vous donne pas forcément exactement la même. Vous voyez, par exemple, ça, c'est son analyse. C'est son analyse de la dernière fois. Quand moi, je lui ai demandé pour un peu tester avant de faire cette conférence. Et on n'a pas exactement les mêmes colonnes, parce que je ne lui ai pas précisé les colonnes que je voulais. Il a fait un petit peu ce qu'il pensait être logique. Par exemple, haute compétence pertinente, je crois qu'on ne l'a pas ici. Voilà. Nous, il nous a précisé la localisation, par exemple, qui est une information peut-être plus importante. Et ça, c'est un élément extrêmement important avec ChatGPT, c'est de vraiment... souvent, il y en a qui disent « Ouais, ChatGPT, ça n'a pas été performant, il ne m'a pas donné des bonnes réponses, etc. » Ce qu'il faut être conscient, c'est que cet outil, c'est très important de bien communiquer avec lui et de bien savoir identifier les éléments que vous voulez lui donner. Et quand je dis important, c'est vraiment crucial. C'est-à-dire que, par exemple, là, en fait, ce qui s'est passé, certainement, c'est que sur la première requête, j'avais simplement pas demandé, j'avais peut-être pas précisé où se trouvait le poste. Et du coup, il l'a pas pris en compte. Alors qu'en effet, ça peut être un problème. Enfin, c'est une information assez importante pour le recrutement, je pense. Donc, voilà, c'est important vraiment de savoir identifier les besoins et de bien en parler. Donc, imaginons, on décide de faire venir Abdel en entretien. Pour le CTO, pour qu'il lui pose des questions, sauf que malheureusement, le CTO, il a eu un empêchement au dernier moment. Donc Abdel, il a fait le voyage depuis Toulouse, puisqu'il n'est pas de Perpignan, pour passer l'entretien. Et malheureusement, donc, le responsable des devs n'est pas disponible pour lui poser des questions. On est embêté, on va quand même le recevoir. Là, ce qu'on peut faire, c'est donc c'est le service RH qui va le recevoir. On peut dire, il devait voir le CTO pour tester ses compétences. Malheureusement, il a eu un empêchement. Bon, on n'est pas obligé forcément de préciser tout ça. Pouvoir réaliser entretien. Fournis-moi des questions que je peux avec les réponses pour connaître son niveau dans les différentes compétences demandées. Ça. Et là, ChatGPT va commencer à me générer une espèce de mini-test un petit peu pour voir comment on peut identifier les points forts et les points faibles de ce candidat. Alors, vous voyez, au niveau de la vitesse de rédaction, ChatGPT, donc sur GPT-4, il est assez lent. Il met assez longtemps à me rédiger le contenu. C'est parce que GPT-4 est beaucoup plus intelligent que GPT 3.5, par contre, il est plus lent. Donc, si vous avez vraiment un objectif de vitesse purement, vous pouvez utiliser quand même le modèle GPT 3.5. Et là, c'est la génération de texte est extrêmement rapide. Et voilà, elle est souvent un petit peu moins pertinente. Donc, voilà. Donc là, par exemple, parmi les questions, pouvez-vous me parler d'un projet sur lequel vous avez travaillé qui impliquait WordPress? Quel était votre rôle et comment avez-vous contribué au projet? Avec la réponse attendue, CSS et HTML, un modèle de vraiment utilisation de requêtes médias et CSS pour adapter la mise en page, différentes tailles d'écran, etc. Voilà, comment vous abordez la responsivité d'un site web en utilisant CSS et HTML. Donc ça, c'est voilà. Et vraiment, c'est assez puissant, ça vous permet de pouvoir vous adapter et de pouvoir créer du contenu super vite et hyper spécifique, quoi. Sans y connaître rien du tout, vous pouvez passer un entretien. Alors c'est sûr que c'est mieux si c'est avec peut-être quelqu'un qui est capable de vraiment bien comprendre les compétences, etc. Mais voilà, et c'est surtout extrêmement rapide pour avoir ces informations-là. Donc, imaginons, vous avez décidé d'embaucher Abdel. On est parti. Ben là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez demander, je vais le faire arrêter. Donc, vous avez ici aussi la possibilité, du coup, de faire arrêter un ChatGPT de répondre en appuyant sur Stop Generating. Et on va lui dire, on a embauché Abdel. Demande-moi les infos nécessaires pour créer un document d'onboarding. Donc là, pareil, il va nous demander. Alors, il est censé arriver en campus, il est gentil. Félicitations pour cette nouvelle embauche. Formidable. Et il va commencer à nous donner les informations générales dont il a besoin, donc les informations générales de l'entreprise. Il est important d'inclure une présentation générale de l'entreprise, y compris sa mission, sa vision, ses valeurs. Et donc là,
Bon, pour une question de temps pour la présentation, on ne va pas le faire, mais on pourrait voilà, lui donner, par exemple, je sais pas, du contenu qui est sur le site web, par exemple, pour un petit peu lui donner quelques infos, ou de documents qui traînent par-ci par-là concernant l'entreprise. Et il va être capable de broder autour, de créer toute une présentation, les règles de la politique de l'entreprise, voilà, vous pouvez lui envoyer. Et ensuite, il va vous créer les documents qui correspondent et éventuellement qui manquent en comblant les trous tout seul, qui en est totalement capable. Bon, on va avancer dans notre histoire avec ce nouveau salarié. On va avancer de 6 mois dans le temps. Et on va imaginer que ce qui se passe, c'est que le manager, donc le CTO, malheureusement, il doit partir, il quitte l'entreprise. Et donc, il faut essayer de déterminer parmi l'équipe de développeurs lequel on va pouvoir faire passer manager, parce qu'on veut faire de la promotion interne. Et il s'avère que justement, alors bon là, c'est un peu de la science-fiction, je ne sais pas quels outils vous utilisez vous en RH par rapport à ça, mais on va imaginer que vous avez des statistiques sur les salariés qui vous permettent un petit peu de différencier je vais pas y arriver, les compétences, etc. Est-ce que le salarié a apporté à l'entreprise. Donc je vous ai fait un tableau, donc là je vais le mettre peut-être en grand pour que vous le voyez un petit peu mieux. Donc ce tableau a été généré par ChatGPT. Je lui ai demandé de me faire un tableau aléatoire comprenant Abdel à l'intérieur avec 4 autodéveloppeurs qui font partie de l'équipe et d'imaginer un petit peu différents parcours avec depuis combien de temps ils sont dans l'entreprise, leur niveau d'expérience générale, les compétences techniques qu'ils ont, les compétences interpersonnelles, le niveau d'éducation, le nombre de tickets qu'ils ont résolus. Si on est sur un système de ticketing, ça peut être une info intéressante, même si on est d'accord que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et un commentaire éventuellement qui a été mis par l'ancien manager qui quitte l'entreprise sur ces différents salariés pour un petit peu identifier les points forts de ces différents salariés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le contenu de ce tableau, qui peut venir de différentes sources. Je vous laisse un petit peu, là, pour le coup, place à l'imagination. Et on va lui dire, je dois faire de la promotion interne et passer un des développeurs en manager suite au départ du manager actuel. Voici un tableau des compétences et observations sur l'équipe. Fais-moi une préconisation sur le collaborateur manager. Hop, de petits points, je colle mon tableau. Alors c'est pareil, vous voyez, il est déstructuré, mais ça ne va pas empêcher ChatGPT de comprendre comment il est construit. Et tout ça aussi, ça sera rapidement amélioré par le fait que bientôt on pourra faire du multimodal. Mais il est capable quand même de comprendre que ici c'est les différentes colonnes et qu'ensuite ce sont les différentes lignes. Donc voici pourquoi. Alors lui, il recommande Abdel pour le poste de manager. Abdel a 8 ans d'expérience, qui est plus élevé parmi tous les candidats. Il a également travaillé en tant que Scrum Master, ce qui démontre une expérience en leadership et en gestion de projet. Compétences interpersonnelles, Abdel est décrit comme ayant une excellente communication et une grande capacité de résolution de problèmes. Ces compétences sont cruciales pour un manager qui doit être en mesure de communiquer efficacement avec son équipe, etc. Donc il nous donne les raisons pour lesquelles il pense que celui qui correspond le plus à cette promotion est Abdel. Alors je suis un peu embêté parce que quand je lui ai fait faire le premier test, il n'a pas choisi Abdel. Donc ça aussi, voilà. Après, par rapport à ça, ça reste intéressant justement à mentionner. Je vous l'avais dit, c'est extrêmement important de voir comment vous justement échangez avec ChatGPT. Et on va essayer justement de le réorienter. Parce que moi, ce qui s'était passé, c'est qu'il avait choisi... pareil, je vois pas grand-chose. Il avait choisi Camille. Ce qui m'arrange beaucoup plus pour la suite du scénario. Et on va voir pourquoi est-ce qu'il n'a pas choisi. On va lui demander pourquoi tu n'as pas sélectionné Camille.
Voilà, donc il précise que c'est également une candidate solide pour le rôle de manager. Et donc là, voilà, je vous remets en avant cette notion qui est que ChatGPT ne va jamais, ne donne pas les mêmes réponses en fonction des différentes requêtes qu'on va faire. Là, il y a peut-être des mini-variations, peut-être par exemple dans les localisations des villes, ça peut être plein de choses qui rentrent en compte, qui font qu'il y a des petites variations dans l'échange que j'ai eu avec ChatGPT, qui font qu'il ne m'a pas donné exactement la même réponse. Voilà, donc il faut rester très critique par rapport à ça, c'est super utile. Donc, de toute façon, en effet, si on regarde en détail, je vous enverrai la présentation après si vous voulez pouvoir regarder un petit peu plus en détail les différents profils qu'il y avait dans le tableau. C'est les 2 seuls profils qu'on pouvait passer éventuellement manager. Mais voilà, c'est vrai qu'il ne m'a pas donné forcément la même réponse. Bon, pour le scénario, on va dire qu'au tout début, là, il a préféré Camille, notamment parce qu'elle a une plus longue expérience au sein de l'entreprise. Donc c'est vrai qu'Adèle, lui, comme il explique là, a une expérience significativement plus élevée que Camille en général. Par contre, Camille, elle, ça fait plus longtemps qu'elle est dans l'entreprise et son manager a précisé qu'elle avait des compétences de leadership naturelles, etc. Donc on va dire qu'on l'a préférée. Donc on annonce, par exemple, pareil, donc 45, pour laisser un peu de temps en question, je ne vais pas le faire, mais on pourrait faire rédiger la lettre interne pour annoncer la promotion de Camille directement par ChatGPT, etc. Sans aucun souci. Et d'ailleurs, on imagine qu'on a envoyé cette lettre à tous les salariés et on reçoit ce mail salé, parce qu'on a choisi Camille plutôt qu'Abdel, qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout d'accord avec notre choix. D'ailleurs, il a raison, puisqu'apparemment ChatGPT avait finalement décidé que c'était lui. Et qui fait savoir qu'il est très mécontent. Je suis extrêmement mécontent suite à l'annonce de la promotion de Camille au poste de manager du service des développeurs. Pour être franc, je trouve cette décision totalement injuste et incompréhensible. Je travaille sans l'âge depuis 6 mois, nanana. Je ne vois pas pourquoi je devrais continuer à travailler dur et à m'investir pleinement dans mon travail si mes efforts ne sont pas reconnus et récompensés. Je vous demande donc de reconsidérer cette décision et de m'accorder la promotion qui me revient de droit. Bon, il est pas endormi, quoi. Et donc, on va voir comment ChatGPT peut nous aider dans le cas où on reçoit, par exemple, justement, ce mail, à justement y répondre. Donc, pareil, on va retourner dans ChatGPT. Hop. Et on va dire, on a promu Camille. Et on a reçu ce mail de Abdel. Donc là, je mets le contenu du mail. Donc là, par exemple, par acquis de conscience, je vais rajouter des guillemets pour être sûr qu'il situe bien que ici, on est sur ma citation. Rédige un mail de réponse en indiquant qu'on ne revient pas sur cette décision et qu'on invite à un entretien pour trouver des solutions. Il va nous créer un petit mail de réponse qui sera réponse à votre préoccupation concernant la promotion. Chère Adèle, merci de nous avoir fait part de vos préoccupations. Bon, c'est un peu lent, mais vous avez compris, ça va écrire un mail qui est très cordial, qui va un petit peu désamorcer justement le mail enflammé qu'on a reçu à la base et qui va nous permettre d'un petit peu apaiser les choses et d'amener vers une résolution possible assez facilement. Pareil, bon, on pourrait continuer longtemps dans le scénario. On pourrait imaginer, par exemple, que finalement, il a décidé qu'il voulait quand même quitter l'entreprise suite à cette décision. Et il nous demande, par exemple, quelle est la marche à suivre pour obtenir une rupture conventionnelle. On pourrait demander à ChatGPT quelle est la marche à suivre pour faire une rupture conventionnelle avec cette personne, quels sont les avantages pour nous en tant qu'entreprise par rapport à lui, etc. Voilà, on peut imaginer faire toutes ces choses-là directement dans le ChatGPT via l'agent conversationnel. Pour l'instant, ça nécessite quand même encore du copier-coller, etc. Donc, c'est pas encore hyper optimisé par rapport à ça. Mais voilà, comme je vous le dis, il y a des intégrations qui sont en cours, la partie plugin. Aussi, Microsoft et Google, ils ont annoncé les deux qu'ils allaient intégrer ces outils d'intelligence artificielle directement
dans leurs outils, donc Microsoft Word, Google Docs, etc. Vous allez avoir l'IA qui sera directement intégrée. Là, par exemple, encore ce matin, j'ai vu Google qui avait annoncé que dans Gmail, ils vont intégrer l'intelligence artificielle pour que quand vous recevez un mail, vous ayez la possibilité d'appuyer sur un bouton, rédige une réponse positive, négative, etc. Vous appuyez sur ça, et il vous rédige une réponse qui reprend le contexte de la conversation précédente, ou qui rédige des mails, etc. à votre place. Il y a déjà des plugins qui permettent de faire ça depuis le navigateur, etc. Mais ça reste un petit peu du bidouillage. Et là, ça va être natif très rapidement sur tous ces outils. Mais vous pouvez déjà utiliser ChatGPT pour commencer à faire ça. Donc, maintenant qu'on a dit tout ça, quelles sont les limitations de cet outil? Alors, premièrement, ChatGPT, dans sa version gratuite notamment, n'a pas accès à des données après 2021. Donc, tout ce qui est un petit peu documents légaux, etc. Donc, par exemple, si on lui demandait la paperasse pour faire une rupture conventionnelle, s'il y a eu des modifications législatives, je ne sais pas, j'imagine, entre 2021 et aujourd'hui, il ne sera pas à jour là-dessus. Donc, il va vous donner une mauvaise réponse par rapport à ça. C'est à moitié vrai aujourd'hui, cette limitation, puisque avec GPT-4, on peut activer la fonctionnalité qui permet d'aller sur Internet pour récupérer des informations. Google Bard aussi, lui, est connecté à Internet. Donc, ça, c'est une information qui est toujours vraie, mais qui est amenée à ne plus être un problème. Et aussi, il faut faire extrêmement attention à aux requêtes que vous donne ChatGPT, enfin aux réponses que vous donne ChatGPT, parce qu'il peut mentir et se tromper avec panache. Quand il se trompe, il vous donne la réponse comme s'il était sûr de lui à 100%. Donc, il faut faire extrêmement attention avec ça. Il n'est jamais trop dans la demi-mesure. C'est impossible pour lui aussi de citer ses sources. Donc, pareil, si vous lui demandez des choses peut-être éventuellement un peu législatives, etc., il ne va pas citer ses sources. Éventuellement, il va en inventer de toutes pièces. Il y a eu le cas, par exemple, d'un médecin américain qui a fait diagnostiquer une maladie extrêmement rare sur une de ses patientes, un ChatGPT. ChatGPT a trouvé efficacement la bonne maladie. Par contre, dans sa réponse, il a sourcé une étude qui n'existait pas. Voilà, c'est toute la problématique autour de ces IA. C'est que c'est très particulier d'avoir la bonne réponse, mais pour les mauvaises raisons. Et également, pour l'instant, il n'accepte que du texte, même si ça aussi, c'est voué à changer. Alors, qu'est-ce qui va changer précisément, plus précisément, dans le monde du travail en raison de ces intelligences artificielles? La peur de tout le monde un petit peu, c'est les licenciements de masse. Et je pense qu'en tant que RH, vous êtes particulièrement sensible à ces questions justement de ressources humaines. Ce qui est le plus attendu en réalité, c'est pas tant des licenciements, même si c'est possible qu'il y en ait qui se produisent. C'est surtout, d'après par exemple cette étude de Sortlist sur un panel de chefs d'entreprise, surtout des modifications sur les façons de travailler. Donc là, sur les barres bleu clair, on est sur les chefs d'entreprise, donc dans les différentes industries, qui pensent que ça va permettre à leurs salariés de travailler plus vite. Donc là, on est quasiment sur l'unanimité, tout le monde pense que ça va permettre de travailler plus vite. Et dans les faits, parce que cette étude date quand même maintenant d'il y a 2-3 mois, on le voit, ceux qui utilisent ces outils vont plus vite. Et vous l'avez vu, la vitesse à laquelle ça nous permet de créer des documents, des réponses, de faire de la sélection, etc. Ça nous permet vraiment d'aller beaucoup plus vite. Donc là-dessus, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'il y a quand même des différents secteurs qui prévoient éventuellement de réduire les effectifs, notamment dans l'industrie lourde, la logistique par rapport à l'automatisation de la robotique, et dans tout ce qui est technologie, dans le marketing aussi, c'est fort probable. Mais c'est surtout aussi sûrement des métiers qui vont évoluer. Et ensuite, ni l'un ni l'autre, bon, les gens qui sont indifférents à ça. Alors, qu'est-ce que je voulais de quoi je voulais vous parler d'autre? On arrive sur la fin. Voilà. Alors, comment faire? Non, alors avant de parler de comment s'adapter en tant que général et en tant que RH par rapport à tout ça, il y a quand même des petits points sur lesquels je voudrais revenir. Ce sont les contraintes légales et les problématiques éthiques que soulèvent ces outils. Donc déjà, premièrement, il y a tout ce qui concerne la protection des données. Il faut être conscient, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, que ChatGPT est une solution qui appartient à OpenAI, qui appartient plus ou moins directement à Microsoft. Donc quand vous envoyez des informations dans l'IA, vous les envoyez à Microsoft. Ce qui va, si vos candidats n'ont pas donné l'express autorisation, à l'encontre du règlement européen sur la protection des données, le RGPD. Ceci étant dit, donc sur ChatGPT, vous avez maintenant la fonctionnalité de désactiver le fait que les conversations sont enregistrées. Donc ça peut être justement une façon de pallier à cette problématique. Mais bon, voilà, il faut être conscient. De toute façon, ça, c'est des vraies problématiques et ça va continuer à l'être parce que vu que ça va être intégré à Google Docs, à Microsoft Word, etc.,
il va y avoir des vraies problématiques par rapport à ça parce que ça se fonctionnera toujours pareil. Les données seront toujours envoyées à ces GAFAM et elles le sont déjà d'ailleurs aujourd'hui si vous utilisez des serveurs qui sont sur AWS ou vous utilisez des outils comme les outils Google, les outils Microsoft. Il faut être conscient que toutes les données que vous mettez là-dedans, bon, c'est pas hyper clair au niveau du RGPD, ce que vous avez le droit de faire, ce que vous n'avez pas le droit de faire. Et avec les IA, ça va s'accentuer, notamment parce qu'on a un gros problème de souveraineté technologique au niveau de ces outils, parce que malheureusement, ils sont absolument tous en fait, créés par des sociétés américaines, et notamment en fait, par les GAFAM, que ce soit Google, Meta à sa propre IA, Microsoft. Amazon et Apple, pour l'instant, c'est les seuls à ne pas avoir fait trop de bruit autour de ça, même si Apple a annoncé quand même qu'il travaillait là-dessus aussi. Donc, oui, donc ça pose des grosses problématiques. Les autres problématiques aussi, c'est tout ce qui concerne les responsabilités en cas d'erreur. Si par exemple, vous faites rédiger un mail à ChatGPT, vraiment relisez-le. Et c'est vrai que quelque part, il y a des questions qui vont se poser à l'avenir sur qui est responsable du texte qui est généré par ChatGPT. Est-ce que c'est la personne qui l'a demandé et qui l'envoie? Est-ce que c'est OpenAI qui est responsable, etc. Tout ça, c'est des questions qui sont brûlantes. Et c'est d'ailleurs pour ces raisons-là que, par exemple, l'Italie, pendant un moment, avait interdit l'accès à ChatGPT. Donc voilà. Bon, juste pour conclure, j'espère que cette présentation n'a pas été trop lourde, que vous avez trouvé ça intéressant et que ça vous a permis un petit peu vraiment de bien identifier le potentiel en fait que ces intelligences artificielles représentent pour le secteur des ressources humaines et que ça vous a permis aussi de voir les avantages et les différents défis qu'il y a à voir par rapport à ça, notamment les contraintes quand même qui restent un petit peu, on est passé rapidement dessus, mais les contraintes éthiques et les contraintes au niveau de la protection des données qui existent quand même, donc il y a des questionnements par rapport à ça. Et voilà, et juste je vous rassure, pour rester à la page par rapport à ça, tout ce qu'il suffit de faire, c'est de continuer à avoir une veille technologique permanente par rapport à ces outils. Parce que de toute façon, personne n'est encore un expert. Moi, je vous parle de mon fauteuil de bureau parce que je fais une veille technologique extrêmement poussée sur ça. Mais en soi, ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps d'appréhender réellement ces nouveaux outils. Là, on a AutoGPT qui va permettre d'encore améliorer très fortement les performances de ces outils. SmartGPT, on a tout ce qui est les plugins qui vont être ajoutés, Google Bard qui rentre dans la game. Sachant que Google, ils ont énormément d'outils qui vont utiliser les IA à l'avenir, mais on ne sait pas encore exactement comment ça va se passer, etc. Donc c'est en train de bouger extrêmement vite. Moi, ce que je vous intime à faire, c'est veille technologique, intégrer en surface ces solutions à votre travail. Donc c'est tout simplement utiliser ChatGPT. Parce que comme ça, vous allez vous habituer un petit peu à comment fonctionnent ces outils, à comment réfléchissent ces IA, même si voilà, c'est de la statistique sur les mots en réalité simplement. Mais voilà, ça va vous habituer à les utiliser. Et voilà, si vraiment vous voulez aller plus loin, vous pouvez passer par l'intégration en profondeur via soit la création d'outils pour vos entreprises, vous pouvez passer par des développeurs, etc. Ou en prenant un alternant à l'émérire, peut-être éventuellement. Mais voilà, je pense que c'est des fois aussi un petit peu trop tôt pour vraiment vouloir intégrer dans les outils. Mais même si je vous ai un peu mis en garde par rapport aux applications tierces, je vous invite quand même à rester ouvert d'esprit par rapport aux solutions éventuellement que vous utilisez, qui peut-être sont en train d'intégrer les IA. Parce qu'en fait, tout le monde en ce moment est en train de chercher comment améliorer ces solutions en utilisant les IA. Donc, restez ouvert par rapport à ça. Et surtout, tout de même, malgré tout ça, voilà, faire attention à ne pas perdre l'aspect humain, surtout dans un secteur comme les ressources humaines. Ça reste quand même très important. Et voilà, après, ça reste spécifique un peu à chaque typologie d'entreprise, comme je le marque, et même à chaque entreprise. Donc, voilà. L'objectif, ça va être de s'adapter au fur et à mesure pour tout le monde. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Merci Rudy. Pas de souci. On peut passer éventuellement un petit peu aux questions. Alors, je vais juste passer du coup ma fenêtre de questions ici. Ok, on va commencer par les questions écrites, Florian, si tu les as notées, et ensuite on ouvrira le micro pour voir s'il y a des questions plutôt à l'oral. Ouais. Alors, merci beaucoup Rudy pour cette présentation. Donc on avait plusieurs questions. Première question de Sylvie Declerc. Pourra-t-on avoir une démo pour construire un tableau avec une formule, un tableau Excel?
Alors, avoir une démo, c'est possible. Après, alors en fait, pour tout ce qui est tableau Excel, et notamment, alors, c'est plutôt pour Google Sheets. Le mieux, c'est pas, alors, en fait, c'est pas de passer par ChatGPT pour générer tout ça. Mais vous avez un plugin de navigateur qui s'appelle ChatGPT for Docs. Donc là, je vous parle, moi, j'utilise plutôt les outils de Google que ceux de Microsoft. Donc malheureusement, je n'ai pas trop de prix sur les outils de Microsoft, mais je pense qu'il doit y avoir des alternatives. Et quand Microsoft va déployer sur Excel, ça fonctionnera aussi comme ça. Mais pour Google Sheets, vous avez la possibilité donc d'installer ce plugin et ça vous permet d'avoir des nouvelles formules qui apparaissent dans Google Sheets directement. Vous faites equal GPT entre parenthèses et en fait vous êtes en train de requêter directement l'IA. Donc vous pouvez par exemple mettre plusieurs cellules ensemble, faire analyser des cellules et faire rédiger du contenu en fonction de ces cellules, etc. Et vraiment l'intégrer à l'intérieur de Google Sheets. De vous proposer des formules, etc. Après, vous pouvez aussi tout simplement expliquer à ChatGPT. Donc, par exemple, vous pouvez copier le contenu que vous avez dans une feuille, la structure, etc. Et lui dire, voilà, j'ai ce tableau et mon problème, c'est que je veux rajouter une colonne qui va m'afficher le nombre d'entrées qu'il y a en fonction de cette autre colonne, etc. Quelle est la formule que je peux rentrer? Vous lui envoyez les colonnes. Et ChatGPT va être capable de vous sortir directement la formule que vous avez rentrée dans votre cellule pour pouvoir générer ça. Voilà. Merci. Question suivante. Le critère de localisation, donc quand tu faisais le scénario, le critère de localisation sur le tableau n'est-il pas discriminant? Alors après, bon, ça, moi, je ne sais pas exactement, mais j'imagine que, moi, j'étais parti du principe que c'était une problématique importante quand on recrutait. En fait, après, ce qui se passe, c'est que, en fait, tout dépend un petit peu de. Je n'ai pas trop de réponse par rapport à ça. Ça, c'est vous, après, qui connaissez bien le métier des RH, ce que vous pouvez demander, ce que vous ne pouvez pas demander, etc. Ce qui est sûr, c'est que ChatGPT, vous pouvez le diriger un peu comme vous voulez. Et pour le coup, autant je vous précisais que il avait moins de biais qu'un humain. Et c'est vrai qu'il y a des garde-fous. Même si vous essayez de lui rajouter des biais, il va se défendre un petit peu de ChatGPT. Il ne va pas vouloir le faire. Il faut savoir qu'il y a quand même des moyens aussi, si vous voulez le détourner et en faire quelque chose de terrible, il y a des techniques aussi pour vraiment faire un peu n'importe quoi avec cet outil aussi. Donc tout dépend de ce que vous voulez faire et de ce que vous en faites. Très bien. Prochaine question. Peut-on imaginer d'intégrer des entretiens individuels et professionnels pour l'aide à la décision de promotion interne? Peut-être Cindy pour répondre? Oui, ça c'est ma question, Rudy. Quand tu étais sur l'exemple de la promotion, donc avec le tableau des 3 ou 4 personnes déjà présentes dans l'entreprise plus Abdel, j'imaginais en fait ce tableau en fonction des entretiens, tu sais que chaque année ou chaque 2 ans, les salariés ont avec leur manager. Donc normalement, il existe déjà dans les entreprises des documents qui reprennent un petit peu justement l'ancienneté dans l'entreprise, les projets peut-être d'évolution, les formations, les souhaits des salariés, que ce soit sous forme de tableau ou de documents Word ou même dans un SIRH aujourd'hui. Est-ce que ce sont ces données-là qu'on peut éventuellement donner à ChatGPT pour permettre cette réflexion sur la promotion? En fait, il y a plusieurs choses. D'un point de vue purement contenu, c'est sûr que ça paraît pertinent de lui envoyer ça. Après, il y a les questions, comme je disais. Moi, je vous ai montré un petit peu ce qui était possible en termes de fonctionnalité. Il y a des questions aussi des données personnelles, quoi. Donc voilà. Ça dépend un petit peu des données. Peut-être que vous pouvez les anonymiser aussi, peut-être donner des pseudos ou changer les noms des personnes, je ne sais pas, pour vous aider après à prendre des décisions, etc. Ou activer le mode de ChatGPT qui permet justement de pas activer l'historisation, mais le problème c'est qu'ils ont fait un peu du chantage avec ça parce que si vous l'activez, vous avez aussi plus la conversation qui s'enregistre. Donc ils ont un peu fait du chantage avec ça. Mais bien sûr, oui, après c'est possible. Donc soit via du copier-coller de texte, tout simplement, et après pour les intégrations un petit peu plus vraiment directement via l'outil, après ça va dépendre vraiment de l'outil qui existe, etc. Peut-être que là, les plugins qui vont sortir, notamment il va y avoir la connexion avec l'outil qui s'appelle Zapier, qui permet de faire des connexions un peu avec toutes les solutions SaaS. Donc si c'est une solution SaaS qui est dispo sur le web,
C'est possible que vous puissiez faire des connexions directement avec ChatGPT, etc. Je ne sais pas encore comment ça fonctionne parce que malheureusement, j'ai pas encore accès. Mais voilà, il y a des choses qui vont être possibles probablement. Ouais. Ok, donc c'était une des prochaines questions. Justement, je devance un peu Florian, mais c'était une de mes questions aussi sur justement l'intégration possible ou pas de ChatGPT dans les différents SIRH, soit actuels, soit futurs. En fait, ça dépend de l'éditeur du SIRH, parce que eux, peut-être que ce qu'ils vont faire, et honnêtement, tout le monde en ce moment est en train juste de se demander comment on fait pour intégrer GPT-4 à notre solution. C'est la question que tout le monde se pose, les devs, ils bossent plus que sur ça, en fait. Donc, donc c'est simple. Donc, c'est probable que l'éditeur du SIRH que vous utilisez est peut-être réveillé à ces questions-là. Peut-être que ça vaut le coup d'envoyer un mail à l'éditeur pour lui demander ce qu'ils ont prévu par rapport à ça. S'ils ont prévu de l'intégrer directement dans la solution, ce qui peut être très bien et c'est une des meilleures façons de travailler du coup. Et sinon, après, voilà, ça va peut-être un petit peu c'est toujours forcément possible. De toute façon, si c'est via surtout des solutions SaaS, parce que quand ça devient du logiciel sur l'ordinateur ou quoi, c'est un petit peu plus complexe. De faire des connexions, c'est probablement faisable. Alors, nous, pour faire un petit complément d'information, quand on avait fait nos recherches pour faire la présentation, le webinaire d'aujourd'hui, on avait vu également qu'il y avait des SIRH qui avaient déjà leur solution avec de l'IA intégrée. Alors, c'est pas forcément de ChatGPT, mais on avait vu, alors, j'ai plus le nom en tête, mais il y a des solutions SIRH qui permettaient justement cette prise de décision, de faciliter cette prise de décision. Ok, ouais, voilà, donc c'est déjà un petit peu intégré. Non, mais ça ne me surprend pas, hein, de toute façon, parce que tout le monde, enfin voilà, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui, hein, de toute façon, hein, l'intégration via intelligence artificielle, tout le monde s'y met. Hein. Et il faut. Parce que malheureusement, d'un point de vue compétitivité, c'est tellement fort que même si ça pose des problèmes justement sur la protection des données, etc., ça reste tellement fort qu'on est obligé d'y aller, quoi. Très bien. Dernière question pour Ouais. l'instant. Après, on ouvrira peut-être les micros si d'autres personnes ont des questions. Doit-on avoir peur de l'IA du Ben, futur? ça, c'est une grande question. C'est très compliqué. Je pense qu'il faut être quand même, comment dire, il faut pas croire que le monde est tout rose. Ces IA, elles sont créées par des sociétés qui sont à but lucratif, déjà, premièrement. Et en plus, c'est vrai que ils sont relativement, ils sont pas précautionneux. Ils sont dans une course. C'est Satya Nadella, le PDG de Microsoft, qui a annoncé que c'était une course qui était lancée concernant la course à l'intelligence artificielle. Et on sait qu'eux-mêmes ont des craintes. Sam Altman a des craintes concernant l'intelligence artificielle qui deviendrait trop puissante. Et on peut prendre l'exemple de Elon Musk, lui qui avait à son entreprise Neuralink, qui veut nous mettre des puces dans la tête parce qu'il est persuadé que d'ici 10 ans, les intelligences artificielles seront tellement intelligentes qu'elles voudront certainement se retourner contre nous et que si on n'a pas des puces pour être aussi intelligent qu'elles, on ne s'en sortira pas. Alors, ça paraît être un peu de la science-fiction dramatique, etc. Donc, mais sans rentrer, mais ça reste quand même des choses qui sont. Le truc, c'est que les décideurs en fait sur ces outils croient à ça. Donc quelque part, ça fait partie de notre réalité, quoi. Pas forcément que de la science-fiction. Et même sans parler de ça, il y a vraiment la notion de protection des données et du fait que c'est les GAFAM qui ont ça et qui donc vont gagner davantage en puissance. Et nous, on n'a aucune alternative sur le sol européen, par exemple. Donc en fait, ça fait que vraiment les pays européens vont être encore plus dépendants de sociétés américaines. Encore pire qu'aujourd'hui avec Google, etc. Ça va s'empirer. Et en ça, par contre, pour le coup, ça c'est très palpable, c'est très vrai, et là on peut vraiment avoir peur par rapport à ça. Après, voilà. Merci pour ton point de vue, Sans Rudy. vouloir déprimer tout le monde. Après, c'est sûr que ces intelligences artificielles, elles sont aussi extrêmement. Enfin, je veux dire, ça apporte énormément de choses super positives. Je vous le disais, par exemple, on est aujourd'hui à un stade où déjà elles sont aussi efficaces que les médecins. Donc, vous imaginez avoir un médecin à portée de clic, par exemple. Ça paraît un peu bizarre de se faire diagnostiquer par une IA, mais au final, si ça fonctionne, c'est quand même super bien pour les personnes isolées, etc. Enfin, il y a plein d'avantages gigantesques à avoir des intelligences artificielles qui sont super performantes. Donc, bon, c'est complexe, c'est des sujets complexes. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas non plus voilà, croire que tout est beau, tout est rose. Merci beaucoup, Rudy. On va ouvrir l'accès au micro pour ceux qui veulent poser des questions directement, donc n'hésitez pas à prendre la parole.
Alors, ça, Et c'est moi merci qui à dois le tous hein, faire. pour vos retours. Merci à tous. Normalement, je l'ai déjà fait. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en panique comme moi? Alors non, je Voilà, suis pas si en vous voulez pas panique, vous mais faire alors c'est... Non, parce que C'est c'est bon. vrai qu'on a testé l'outil, et c'est vrai que je vous encourage à tester l'outil, voir s'il y en a qui veulent prendre la parole. Mais là, par exemple, en même temps, je me suis connectée sur le compte ChatGPT, je lui ai posé la question, le recrutement à travers l'intelligence artificielle donne-t-elle de bons résultats? Et ChatGPT m'a répondu oui et non. Donc, avec les avantages que tu as cités, Rudy, hein, efficacité, objectivité, analyse, et en effet aussi les préoccupations, enfin l'attention qu'on doit avoir, hein, parce que ça manque de compréhension humaine. Même lui nous le dit, attention. Attention à la protection des données et confidentialité. Et au biais algorithmique, hein, justement, dont tu nous parlais également. Mais c'est vrai que c'est un outil d'aide à la construction et au pilotage des RH hyper intéressant, et je vous invite vraiment, c'est vrai, à tester, à poser des questions, à voir. C'est pas une intelligence à laquelle on va plus pouvoir s'en passer, quoi. Elle va s'inviter, en effet, demain partout. Je ferme mon micro. Enfin, moi, j'ai adoré, en tout cas, Rudy, merci beaucoup. Merci. Et ce sujet est passionnant et j'ai déjà envie de vous proposer une saison 2. De toute façon, c'est des sujets aussi, quelque part, c'est ce que je disais, ça va tellement vite que aussi bien dans un mois, en fait, presque qu'il faudrait refaire un webinaire comme ça parce que peut-être qu'on n'utilisera plus ChatGPT, on utilisera Google Bard et il y aura de nouvelles fonctionnalités. Enfin, ça va si vite que c'est difficile à suivre. Moi, j'aurais une question. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Est-ce qu'il y aurait des phrases types qui pourraient être conseillées? Exemple, chaque fois que je vous entendais parler tout à l'heure, chaque fois vous avez quand même une formulation un peu précise parce que vous avez peut-être l'habitude de l'utiliser. Ouais. Est-ce qu'il y aurait des mots-clés ou des phrases types qu'on pourrait utiliser quasiment tout le temps pour avoir un résultat plus clair? Alors moi, j'ai un site web sur lequel j'ai fait une liste de... je vais vérifier que c'est ça l'URL. Sur lequel j'ai fait une liste justement de ce qu'on appelle donc, des prompts pour permettre justement d'avoir des réponses qui sont plus qualitatives. Et sur le début de la page, il y a justement je vous l'ai envoyé dans le chat pour ceux que ça intéresse. Il y a justement un guide pour construire un bon prompt en fait. Les éléments à prendre en compte si vraiment vous voulez construire vraiment la bonne requête. Il y a plein de choses à prendre en compte en fait quand vous voulez faire ça. Vous n'êtes pas obligé tout le temps de vous compliquer la vie en faisant la prompt attendez, peut-être que je vais vous la montrer en partage d'écran. C'est plus simple. Tac. Alors, j'ai posé la question à ChatGPT qui est en train de me donner des réponses. C'est fantastique. Je vais passer l'après-midi à discuter avec ChatGPT. Je vous mets en copie la réponse de ChatGPT. C'est exactement ce qu'il faut faire tout le temps. Il ne faut pas hésiter à lui poser des questions. En fait, c'est comme, je pense, alors j'étais un peu jeune, mais je pense au début des moteurs de recherche. Il fallait prendre l'habitude de toujours aller demander à Google, quoi, sans avoir à se prendre la tête, pas chercher, etc. Il faut demander à Google pour avoir une information. Là, c'est pareil. Il ne faut pas hésiter à demander à ChatGPT pour lui demander. Et donc, au niveau de la structure d'une prompt, voilà, si vous voulez vraiment créer une prompt hyper optimisée, enfin un prompt hyper optimisé, j'ai tendance à me tromper avec le terme une requête en français. On va dire une requête d'ailleurs. Donc voilà la structure. En fait, vous avez une première phrase qui est la prompt principale. Donc là, l'idée, c'est de lui donner une personnalité. Donc par exemple, là, je lui dis, tu es un rédacteur spécialisé en SEO sur le terme de l'agriculture biologique. Donc ça va permettre d'aller chercher dans son corpus vraiment les éléments spécifiques à l'agriculture biologique et aux bonnes pratiques SEO. Ensuite, lui expliquer l'objectif qu'on veut atteindre. La façon dont on va procéder, donc je vais t'envoyer différents mots-clés. C'est possible aussi de rentrer dans une... faut vraiment utiliser aussi sous forme d'agent conversationnel, lui dire, alors voilà, je vais te faire un truc, mais avant, je vais t'envoyer des informations. Donc tu commences pas tant que je t'ai pas dit de commencer. Voilà les infos, bam, 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 bam. On peut le faire en plusieurs conversations, etc.
Et ensuite, on lui dit, voilà, tu peux démarrer, commence à rédiger. Donc là, c'est ce que je lui explique. Le style aussi, on peut lui demander d'écrire dans un certain style d'écriture. Voilà, on peut. Alors c'est vrai que ChatGPT a tendance aussi à rajouter des petites informations du genre je suis un modèle de langage, alors ne prenez pas. Enfin, par exemple, si vous lui demandez de vous faire un diagnostic médical, évidemment, il va vous dire je ne suis pas médecin, faites attention, allez voir le médecin, etc. Donc si vous voulez faire disparaître ces informations-là, vous lui précisez, ne me donne pas d'explication ni d'avertissement. Et ensuite, vous pouvez, voilà, vous commencez par commence par me donner une liste de thèmes généraux autour de l'agriculture biologique, par exemple. Et là, ça permet de. Donc ça, c'est voilà, c'est une structure vraiment de requête qui permet d'avoir des résultats un petit peu plus pertinents, quoi. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. J'aurais une seconde question. C'est exemple, tout à l'heure, on a vu le détail dans l'exemple le recrutement, la rédaction de l'offre, la sélection. Mais là, tout était fait en suivant. Et donc, il retient les informations précédentes. Est-ce que, exemple, je fais de recrutement, je m'en sers un peu, et puis ensuite, je passe sur autre chose, et puis j'y reviens. Je dois faire un rappel ou tout est abandonné? Non, alors en fait, le ChatGPT fonctionne avec des conversations. Donc, sur la gauche, je vais repartager mon écran. Tac. Non, ça a marché. Non, ça peut marcher. Tac. Voilà. En fait, vous voyez ici. Bon, ça fonctionne là? Vous voyez mon écran? Oui, on le voit, oui. Ok, donc là c'est les échanges que j'ai actuellement avec l'IA. Donc en fait, tous les échanges que j'aurai dans cette conversation, donc vous voyez sur la gauche ici, c'est les différentes conversations qu'on peut avoir avec ChatGPT. Enfin, que j'ai eu avec ChatGPT en fait. Et d'ailleurs, lui tout seul, il rajoute un titre. Donc des fois, il ne sait pas exactement identifier le sujet. Et donc en fait, au sein de ces conversations, l'historique est conservé. Alors, il y a une limite, c'est alors, c'est pas le même sur GPT 3.5 que GPT 4, mais la limite, elle est assez élevée. Et donc, en fait, au bout d'un moment, le début de la conversation, il finit par l'oublier. Mais avec le contexte qui continue de la conversation, en général, il reste logique. Mais ça, c'est vraiment pour les conversations qui sont très longues. Après, il faut aussi prendre en compte que du coup, c'est vrai que si vous avez donné des informations cruciales dont vous ne reparlez pas du tout au tout début, c'est possible qu'au final, il finisse par les perdre dans l'échange qu'il avait eu. Donc, il faudra peut-être lui rappeler un petit peu, comme s'il était un peu amnésique au bout d'un moment. Mais voilà, au sein des mêmes conversations, vous avez vraiment une mémoire par rapport à ça, même si vous revenez un autre jour. Moi, par exemple, j'avais fait ce test-là, donc qui était la version test du scénario que je vous ai fait, et je lui ai demandé de me présenter l'école qu'a fréquenté Abdel, qui s'avère être l'IMERIR, justement, hein, donc l'Institut méditerranéen d'études de recherche informatique et robotique où je travaille. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite publicité rapide sur le fait qu'il y a la taxe d'apprentissage qui est ouverte actuellement. Donc, si vous voulez nous aider un petit peu à financer l'école, je vous invite à ne pas hésiter à financer l'IMERIR sur Soltea. Voilà. Mais voilà, donc en fait, vous avez vraiment l'historique des conversations qui est conservé un petit moment. Après, voilà, il faut aussi, faut pas perdre de vue le fait que cet outil est quand même, est encore en bêta. Et par exemple, c'est arrivé il y a 3 mois, toutes les conversations ont disparu. Il y a eu un problème sur les serveurs et toutes les conversations qu'on avait eues historiquement avec l'outil ont disparu. Donc, il faut quand même, moi, personnellement, quand j'ai des longs échanges avec l'outil, ce que je fais, c'est que j'enregistre un petit peu les éléments principaux qu'il me fournit dans un Google Doc. Voilà. Comme ça, je sais que c'est archivé, quoi. Mais au pire, je peux lui renvoyer si jamais je veux continuer l'échange et qu'il y a eu un problème. Après, c'est vraiment qu'il n'y a pas eu de souci justement au niveau de l'historicité des conversations, donc normalement, vous pouvez l'utiliser sans trop de soucis. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, avant de vous laisser, j'ai rajouté dans l'onglet sondage ou dans la conversation un petit questionnaire de satisfaction, puisque c'est une première pour nous, ce format webinaire sur ce sujet, et des petites questions justement sur vos prochaines attentes, par exemple. Donc, si vous voulez y participer, je vous demanderai quelques secondes. C'est 8-9 questions où on répond par oui ou par non. C'est pas très long. Je vous remercie beaucoup. Si certains souhaitent se déconnecter, n'oubliez pas donc de compléter ce petit questionnaire. Merci Rudy en tout cas pour ta présentation. Pas de souci. Moi, ça me fait toujours plaisir de parler de ces sujets qui me passionnent totalement. Je trouve
trouve vraiment passionnant, donc il n'y a pas de souci. Et voilà. Merci à vous de m'avoir invité. Sans faire le lourd, je vous invite quand même à ne pas hésiter à penser à l'IMER pour la taxe d'apprentissage. On va y penser. Merci, Rudy. Merci. Et Christelle, si vous prévoyez une autre session, exemple, dans ce cadre-là, vraiment, ça serait une bonne idée. Ça m'intéresse aussi beaucoup. Peut-être que je vais devenir passionnée, comme Rudy aussi, je ne sais pas. Ah oui, oui. Ben, on va peut-être... Ça peut vite arriver. Hein. Il faut répondre au questionnaire puisque ça fait partie des questions qu'on pose à l'intérieur. Donc, en fonction des réponses qu'on aura, on pourra prévoir ça rapidement ou pas. On s'inscrit déjà sur une saison 2, Rudy, à la rentrée. On verra comme ça les évolutions qu'il y a eu en si peu de temps de ces outils. Ah oui, c'est sûr que d'ici à la rentrée, il y aura sûrement eu beaucoup de nouvelles choses. Ouais. Bon, ben, merci beaucoup. Merci à tous. On vous donne rendez-vous avec sur une prochaine matinale RH qui sera en présentiel cette fois au mois de juillet. On sait pas qu'on fait un petit break en juin, mais c'est qu'on a beaucoup de choses en cours. Donc voilà, je vous retrouve avec Cindy le 4 juillet pour une matinale probablement, on va voir, tenez, par rapport aux réponses que vous allez nous faire. Merci infiniment Rudy. Florian, notre cher collègue du numérique, se tient aussi à votre disposition. Merci beaucoup, bon appétit. Bon appétit, ChatGPT, je ferme ta page. Ben non, il n'aura pas le plaisir à déjeuner à midi. À très bientôt, merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Merci à tous, au revoir.